Le mouvement du 6 juin, M66, fait son grand retour après sa mission à l'ONU. ONU mission, c'est terminé. Les lives du M66 vont bel et bien reprendre. Et je défie ce gouvernement. Je leur donne 21 jours. Aujourd'hui, je suis prête à donner ma vie. Et que l'on sache, si c'est Fonia Singbe qui a raison, ou c'est le peuple, je suis prête à donner ma vie. Il n'a qu'à prendre ma vie. Si c'est Fonia Singbe qui a raison, si c'est son gouvernement qui a raison, si c'est comme ça le Togo doit être, alors je suis prête à donner ma vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez la chair de poule. L'heure du déballage a sonné. Le mouvement du 6 juin, M66, figure montante de la contestation citoyenne au Togo, est de retour après une mission diplomatique intense aux Nations Unies. Le M66 a secoué la diplomatie togolaise en portant à l'ONU un document de 40 pages dénonçant la fraude constitutionnelle de 2024 et les violations massives des droits humains. Mais une question reste en suspens. Quelle sera la réaction du monde extérieur ? Dans un contexte où le Togo dépend fortement de ses partenaires internationaux pour sa stabilité économique et politique, les réactions possibles méritent une analyse fine. À travers la voix de son porte-parole Togbevik PC, le mouvement annonce un live choc pour présenter les retombées de son lobbying international et dresser le bilan de son action. Dans cette vidéo, nous vous proposons l'intervention complète de Togbevik PC. Nous vous proposons également la vidéo dans laquelle Noli Elikem lance un défi de 21 jours au pouvoir de fort. Likez, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces deux sorties. Allons-y. Avant de vous laisser suivre la vidéo, revenons un peu sur le contexte. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le M66 a présenté un document de 40 pages, élaboré en collaboration avec la société civile togolaise et la diaspora. Ce mémorandum met en lumière la réalité d'un pays où, depuis près de 60 ans, le régime des Gnassingbé verrouille toutes les institutions et étouffe toute aspiration démocratique. Car il faut le rappeler, depuis près de 60 ans, le régime des Gnassingbé écrase toute aspiration démocratique. ONU mission, c'est terminé. Les lives du M66 vont bel et bien reprendre mardi à partir de 20h heure togolaise. Je ne sais pas ce que vous allez faire, je réfléchis de mon côté comment est-ce que je vais faire, mais l'heure est enfin là pour que nous mettions fin à ce système-là qui se moque de nous et se moque de Dieu qui nous a créés. Regardez et arrêtez. Ce que vous êtes en train de nous prouver, c'est que moi, Noélie, malgré que je pense, vous savez, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur que si Dieu me convainc de rentrer au Togo tout de suite et de rester dans la rue pendant 30 jours, et je sais que c'est Dieu qui m'a convaincu, je vais le faire. Mais vous savez ce qu'il y a comme problème? C'est qu'on va nous prendre, des incirconcis vont nous prendre pour aller torturer nos corps, nous empêcher de faire ce que nous allons faire, et la population ne sera pas derrière nous. Je peux le faire si vous allez sortir derrière nous. Je peux le faire si quand je suis debout, je ne rentre pas à la maison, je suis sûr que vous serez derrière. Vous n'allez pas avoir peur des coups de fusil. Moi seul, je ne peux pas aller rester dans un carrefour en train de crier. Alors, population togolaise, l'heure est maintenant ou jamais. Je ne sais plus ce que vous voulez qu'on vous dise. Je ne sais plus quelle langue on doit vous parler. Nous nous sommes assez sacrifiés. Les menaces qui tombent matin, midi, soir. Aujourd'hui, quelqu'un passait sur mon Facebook. Il me dit, c'est quand vous allez oublier que nous allons vous prendre. Ils sont sûrs que eux, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, ils seront encore vivants. Et c'est nous qui vont prendre. Bien aimé, je dis non. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Nous avons un Dieu qui manifeste sa puissance au travers de tout ce que nous invoquons. Je ne connais pas le nom de ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu pries. Je ne sais pas en quoi tu as référence. Mais l'heure est là que nous nous levions maintenant. Comme ça, quand je suis morte, je ne vivrai plus ces injustices-là. Peuple togolais, debout. Vous devez vous être décidé. Normalement, vous devez rentrer dans la rue. Personne ne doit dormir à la maison. Le ras-le-bol, c'est maintenant. Le ras-le-bol, c'est maintenant. Éternel, vraiment, qui est le Dieu du Togo. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au Togo? Où es-tu, papa? Où es-tu, Dieu des armées? Est-ce que c'est vraiment à toi qu'appartiennent toutes les nations? Et pourquoi le Togo souffre ainsi? Et pourquoi nous devons souffrir ainsi? Pourquoi tant d'injustice devant nous? Pourquoi nous devons voir ces choses? Nous devons continuer à voir ces choses. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Éternel, où es-tu? Vous devez tout sortir en train de vous rouler dans la poussière. Pour que la main de ce Dieu-là puisse enfin être activée. Merci ne comptez beaucoup, pas sur les prophètes et les pasteurs qui sont assis à Lomé parce qu'ils sont tous
complices d'un système dont ils ont peur. C'est ça. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais comme je le dis, je reprends le recul. Et dès que je vais commencer ça 21 jours, je ne sais pas si je commence cette nuit, si je commence demain, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il doit avoir une fin à tout ceci. Il doit avoir une fin. Et c'est maintenant. Peuple togolais, je vous invite, levez-vous. Levez-vous avec moi. Chers activistes, chers blogueurs, chers combattants, levez-vous avec moi. Si nous n'allons pas manger, nous n'allons pas manger. Si nous n'allons pas dormir à la maison, nous n'allons pas dormir à la maison. Jusqu'à ce que le feu descende. Et qu'il y ait une solution. On a assez blagué avec l'ennemi. On lui a trop donné de chance. Le monsieur se moque de toute la nation. Ça, c'est clair. C'est une moquerie en plein visage. Qu'on transporte encore Madame Nyakade ce matin et tout le peuple va encore se taire. Et les inconscients qui sont à Lomé, qui pensent qu'ils ont 5 000 francs, 10 000 francs à marcher. Et donc, nous, on est en train de perdre notre temps. Ceux qui disent non, laissez Dieu tranquille. Je ne sais pas en quoi vous croyez. Mais moi, je sais quand même qu'il y a un Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est capable d'enlever le souffle de tes narines tout de suite. Celui qui est capable de décider qu'il pleuve. Il va pleuvoir. Celui qui est capable d'arrêter le soleil. Il est là. C'est un vivant. Et Faure Gnassingbé est contre ce Dieu-là. Le système togolais actuellement, qui disent que quelqu'un cherche à les déstabiliser, quelqu'un cherche à leur faire des coups d'État, ils sont complices de notre malheur et nous ne devons plus arrêter. Nous ne devons plus permettre cela. Peuple togolais, je vous en prie. J'ai fait une chanson que j'ai dit Togo debout. Une ville qui est placée sur nos montagnes ne peut pas être cachée. On ne peut pas rester caché tout ce temps. On ne peut pas demeurer enseveli tout ce temps. On ne peut pas demeurer envoûté tout ce temps. Ce voile noir qui couvre le Togo. Devant quelqu'un qui n'arrive même pas à nous prouver son amour pour sa nation. Quelqu'un qui n'a aucune raison, qui ne peut même pas s'adresser à cette population, leur dire, mes enfants, en fait, voilà pourquoi je ne veux pas quitter, c'est pour votre bien. Il n'est pas capable de le faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est arrêter les gens, les torturer, mettre les gens en prison, terroriser la population, faire que tout le monde ait peur, et puis rien. Bien-aimés, vous allez vous asseoir jusqu'à quand? Vous allez vous asseoir jusqu'à quand? Je viendrai vous le dire. Je vous inviterai à venir à ces directs. L'endroit que Dieu me montrera, j'irai me positionner là-bas. Et pendant 21 jours, je serai devant mon Dieu. Arrivé à un moment, le prophète Élie a défié les prophètes de Baal. Il a dit que l'on sache entre nous deux qui a raison. Que l'on sache entre nous deux le Dieu de qui est le plus puissant. Comment est-ce que je vais passer le message? Tout de suite même, j'ai écrit au prophète, je lui dis, mais attends, tu viens dans le direct, tu vas parler avec moi. C'est une lourde responsabilité et quelque chose que nous devons prendre comme un défi. Alors, devant une petite femme comme moi, je tremble à ce que j'entends, à ce que Dieu veut faire. Mais le courage est plus fort que la peur. Nous sommes décidés à délivrer notre nation. Nous sommes décidés à nous sacrifier pour la liberté de notre nation. C'est clair qu'aujourd'hui, à 50% ou à 80% de cette population n'est pas prête à rentrer dans la rue pour crier la mort ou la liberté. Pour crier la liberté ou la mort. Pour crier la liberté ou la mort. Je ne sais pas. En ce moment où nous sommes même en train de parler, je ne sais pas qui est encore à la maison. Je ne sais pas quel est ce prophète-là, quel est ce pasteur-là qui est en train de dormir actuellement dans sa chambre devant une telle situation. Je ne sais pas quel fonctionnaire va prendre sa voiture pour aller au boulot demain. Je n'arrive pas à comprendre quel élève va se perdre pour aller s'asseoir dans une classe demain. Je ne comprends pas cette dame. Je ne sais pas quelle... Vous dire, vous méritez mieux que ce qui vous arrive. Vous méritez mieux que ce que nous voyons. Nous méritons mieux que ce que nous voyons. Tout le monde dans les rues, tout le monde les pieds nus, tout le monde habillé déchiré. Nous sommes tous en train de crier. Aujourd'hui, j'étais dans ma maison, je dis quel coin je peux trouver. Je vais aller m'asseoir par terre. J'ai appelé mes sœurs. J'ai commencé par contacter mes sœurs. Je dis quel coin je peux trouver. Je vais aller m'asseoir là-bas. Et mettez des caméras sur nous pour que tout le monde entier regarde que nous sommes en train de réclamer le départ de M. Faure Gnassingbé et de tout ce qui fait de mal dans le pays. Trop, c'est trop. Je ne sais pas le coin que je vais trouver. Je suis prête à laisser mon travail.
pour aller exiger que quelque chose se fasse. Arrestations arbitraires, violations massives des droits humains, répression violente contre toute voix dissidente. Et pire encore, l'imposition d'une nouvelle constitution, sans consultation populaire, destinée à perpétuer le pouvoir de Faure Gnassingbé et de son parti. Une véritable fraude constitutionnelle, dénoncée à la face du monde par le M66. Le mouvement donne rendez-vous à ses sympathisants pour un live explosif. Objectif, dévoiler les coulisses du lobbying mené à New York et faire le point sur la situation dramatique du Togo. L'heure du déballage a sonné. Le mouvement du 6 juin, M66, a frappé un grand coup sur la scène internationale en présentant un mémorandum de 40 pages lors de l'Assemblée générale des Nations unies. À travers la voix de Togbevik Pessé, le mouvement citoyen dénonce l'étouffement démocratique au Togo et appelle la communauté internationale à agir. Mais cette mobilisation ne s'explique pleinement que si on la replace dans le temps long, l'histoire politique du Togo, mais aussi la trajectoire plus large des luttes africaines contre les régimes autoritaires et les dictatures postcoloniales. L'histoire contemporaine du Togo est marquée par une continuité autoritaire rare en Afrique. Le 13 janvier 1967, le général Gnassingbé Eyadema s'empare du pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire. Il y restera jusqu'à sa mort, en février 2005, soit 38 ans de règne sans partage. Durant ces décennies, Eyadema impose un système de parti unique, réprime les oppositions et concentre tous les leviers du pouvoir. Le Togo, pourtant petit pays d'Afrique de l'Ouest, devient l'un des symboles d'un autoritarisme enraciné, où le culte de la personnalité et la violence politique font office de règle. À sa mort, le pouvoir ne passe pas par les urnes, mais par une succession dynastique. Son fils Faure Gnassingbé prend la tête de l'État avec l'appui de l'armée. Depuis, il a consolidé son autorité par des élections contestées, une répression régulière des manifestations et, récemment, une réforme constitutionnelle jugée illégitime. Le cœur de la colère du M66 est l'arrestation du rappeur Amron suite à ses dénonciations basées sur la tribune de Dame Nyakad et consécutif à une nouvelle constitution adoptée le 19 avril 2024. Sans consultation du peuple, elle transforme le système politique togolais en régime parlementaire, abolit l'élection présidentielle directe et donne à l'Assemblée nationale largement contrôlée par le parti au pouvoir, UNIR, le pouvoir de désigner le chef de l'État. Pour beaucoup, il s'agit d'une fraude constitutionnelle destinée à garantir la pérennité du régime Gnassingbé. Cette réforme est entrée en vigueur le 3 mai 2025, provoquant un tollé parmi l'opposition, la société civile et la diaspora. Le M66, dans son mémorandum, réclame donc le retrait immédiat de cette constitution, la démission de Faure Gnassingbé, la libération des prisonniers politiques, l'ouverture d'une transition démocratique. Le cas togolais résonne avec d'autres réalités africaines. En Guinée, Alpha Condé a forcé une réforme constitutionnelle en 2020 pour briguer un troisième mandat, déclenchant des manifestations massives. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a suivi une logique similaire en 2020, justifiant son maintien au pouvoir par un nouveau cycle constitutionnel. Au Gabon, la dynastie Bongo a régné sans discontinuer de 1967 à 2023, avant qu'un coup d'État militaire ne renverse Ali Bongo. En Ouganda, Yoweri Museveni dirige depuis 1986, après avoir supprimé toute limite d'âge à la présidence. Au Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est l'un des doyens des chefs d'État autoritaires du monde. Ces trajectoires révèlent un fil rouge. Les dirigeants africains qui manipulent constitutions et institutions pour s'éterniser au pouvoir. Le mémorandum du M66 ne se contente pas de dénoncer, il interpelle directement les grandes puissances et les institutions internationales. Parmi les demandes, une mission d'enquête indépendante sur la situation au Togo, une pression diplomatique accrue pour le respect des droits humains, des sanctions ciblées, gel d'avoirs, interdiction de voyager, contre les responsables de violations. Ce recours à l'ONU illustre une tendance de plus en plus marquée. Lorsque les leviers internes sont verrouillés, les mouvements citoyens africains se tournent vers l'international pour briser le silence et obtenir un soutien moral, politique ou même économique. Le mouvement du 6 juin s'inscrit dans une nouvelle dynamique, celle d'une jeunesse et d'une diaspora qui refuse la résignation. En portant un dossier solide à l'ONU, le M66 prouve que la lutte ne se joue plus seulement dans les rues de Lomé, mais aussi dans les arènes diplomatiques mondiales. Cette internationalisation de la cause togolaise pourrait être une arme décisive face à un régime habitué à museler toute contestation intérieure. Le combat du M66 dépasse le cadre national. Il illustre les tensions profondes qui traversent l'Afrique depuis plus d'un demi-siècle, entre aspiration à la démocratie et confiscation du pouvoir, entre espoir populaire et répression d'État. Aujourd'hui, le Togo rejoint la longue liste des nations africaines où la société civile refuse d'accepter le silence imposé. La voix de Togbevik Pessé,
porté jusqu'aux Nations Unies, rappelle une vérité universelle. Un peuple peut être bâillonné un temps, mais jamais réduit au silence pour toujours. Le monde regarde. Reste à savoir si la communauté internationale choisira de soutenir le peuple togolais, ou de détourner une fois de plus le regard. À vue de tout, quelle peut être la réaction des organismes internationaux, ONU, Union africaine, CEDEAO, OEE, ONG internationales, etc., et les partenaires du Togo, France, États-Unis, Chine, bailleurs de fonds, pourraient faire ou comment ils réagiraient face au mémorandum du M66 et à la crise politique togolaise. Voici une version approfondie et structurée. L'Organisation des Nations Unies est le cadre choisi par le M66 pour porter la voix du peuple togolais. Mais l'ONU est souvent critiquée pour son équilibre fragile entre dénonciation et diplomatie. Probabilité d'action immédiate, faible. L'ONU n'intervient rarement de manière directe dans les affaires internes d'un pays membre, sauf en cas de guerre civile ou de menace grave à la paix mondiale. Réaction possible, déclaration officielle condamnant la répression des opposants, nomination d'un rapporteur spécial ou d'une mission d'enquête sur les droits humains, mise du dossier togolais à l'agenda du Conseil des droits de l'homme. L'ONU peut donc donner une visibilité importante à la crise togolaise, mais sans aller jusqu'à imposer des sanctions contraignantes sauf si des puissances influentes poussent dans ce sens. L'Union africaine est censée défendre la démocratie sur le continent. Cependant, elle est souvent critiquée pour son silence face au président à vie et son indulgence vis-à-vis des régimes autoritaires. Probabilité d'une condamnation forte, faible à moyenne. L'EA privilégie le consensus et évite de heurter des chefs d'État en place, surtout dans des pays stables militairement comme le Togo. Réaction possible, appel au dialogue politique inclusif, déclaration de principe contre les révisions constitutionnelles non consensuelles, rarement, suspension ou sanction, cas exceptionnels comme Madagascar 2009 ou Niger 2023. En clair, l'EA pourrait se contenter d'un communiqué diplomatique, mais sans mesures contraignantes. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, joue un rôle clé, car elle est censée défendre les transitions démocratiques dans la sous-région. Mais son image a été écornée par sa gestion ambiguë des crises récentes, Mali, Burkina Faso, Niger. Probabilité d'action, moyenne. La CEDEAO pourrait se retrouver sous pression pour réagir afin de ne pas perdre définitivement sa crédibilité. Réaction possible, médiation entre pouvoir et opposition, mission d'observation des droits humains, appel à la révision de la Constitution, menace, mais rarement application, de sanctions ciblées. La CEDEAO pourrait donc chercher à sauver la face par des gestes symboliques, tout en évitant de heurter directement le régime de Fort Gnassingbé, allié de poids dans la lutte antiterroriste au Sahel. L'UE et les États-Unis se présentent comme des défenseurs des droits humains et de la démocratie. Leur réaction est souvent plus ferme que celle de l'EA ou de la CEDEAO. Réaction possible, suspension ou réduction de certaines aides financières, imposition de sanctions ciblées, gel d'avoirs, interdiction de voyager, contre des responsables politiques et militaires impliqués dans la répression, soutien accru aux ONG locales et aux mouvements citoyens. Cependant, leur action dépendra d'un calcul stratégique. Le Togo, bien que petit, est un allié sécuritaire dans la région et un point d'appui logistique, notamment le port de Lomé, stratégique pour le commerce et la lutte contre le terrorisme. Contrairement à l'Occident, la Chine et la Russie adoptent une approche basée sur les intérêts économiques et militaires, sans se mêler des affaires internes des États. Chine, investissement massif dans les infrastructures, prêts financiers. Pékin privilégiera la stabilité du régime Gnassingbé pour protéger ses projets et ne soutiendra pas les revendications du M66. Russie, dans le contexte actuel, Moscou cherche à renforcer son influence en Afrique de l'Ouest. Le Togo pourrait devenir un point d'ancrage stratégique. La Russie se positionnerait donc en allié du régime, contre toute pression occidentale. Ces deux partenaires offriront un bouclier diplomatique à Lomé, limitant l'impact des pressions internationales. Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontières ou encore la FID jouent un rôle déterminant dans la documentation des violations. Réactions attendues. Rapport détaillé sur les arrestations arbitraires et violences policières, plaidoyer auprès des institutions européennes, américaines et onusiennes, campagne médiatique pour briser le silence autour du Togo. Leur action est cruciale pour maintenir la pression morale et médiatique, mais elle ne se traduit pas toujours par des changements politiques immédiats. En résumé, voici ce à quoi on peut s'attendre. Le rapport de force dépendra donc de la capacité du M66, de la diaspora et de l'opposition à maintenir la mobilisation et à forcer la communauté internationale à prendre position. Le gouvernement togolais devrait rapidement sortir une communication officielle visant à minimiser la portée du mémorandum en le présentant comme un simple rapport sans valeur contraignante. Délégitimer le M66 en l'accusant d'être manipulé par la diaspora ou par des forces étrangères hostiles.
Mettre en avant une image de stabilité et de continuité, en insistant sur le rôle du Togo comme acteur fiable dans la sous-région, sécurité au Sahel, stabilité économique, port de Lomé comme hub stratégique. Cette communication viserait à rassurer ses partenaires internationaux tout en semant le doute sur la légitimité du mouvement citoyen. Historiquement, le régime Gnassingbé réagit aux contestations par une combinaison de répression policière et de mesures d'intimidation. Arrestation ou intimidation de leaders du M66 et d'autres activistes. Renforcement du contrôle sécuritaire sur les manifestations et rassemblements publics. Surveillance accrue des réseaux sociaux et des médias qui relaient les messages du mouvement. Le but n'est pas forcément de détruire le mouvement, mais de l'affaiblir par la peur et de décourager la mobilisation de masse. Le régime sait que son principal atout, c'est le soutien tacite de ses alliés internationaux, France, UE, Chine, Russie. Il pourrait donc déployer des diplomates pour contrer le lobbying du M66 auprès des Nations Unies et des chancelleries occidentales. Assister sur les efforts de réforme, souvent cosmétiques, pour donner l'impression d'un régime à l'écoute, annonce de dialogue politique, promesses de réformes électorales ou de respect des droits humains. Exploiter les divisions entre les grandes puissances, Occident vs Chine ou Russie, pour éviter un consensus international contre lui. Le régime pourrait également chercher à affaiblir le M66 par des tactiques classiques, cooptation, proposer à certains leaders ou organisations alliées du M66 des postes ou avantages pour les détourner de la lutte. Division, alimenter des rivalités internes dans l'opposition et la société civile pour décrédibiliser l'unité du mouvement. Instrumentalisation, présenter le M66 comme une menace pour la paix sociale afin de justifier le renforcement sécuritaire. Face aux critiques extérieures, le gouvernement pourrait jouer la carte du discours souverainiste, accuser les ONG et puissances occidentales de vouloir recoloniser le Togo ou déstabiliser la région. Présenter le régime comme le seul garant de la stabilité et de l'indépendance nationale. Utiliser les médias d'État pour alimenter ce narratif et rallier une partie de la population lassée des crises politiques. En fonction de l'évolution de la mobilisation du M66 et de la pression internationale, voici 3 scénarios. Scénario 1, réaction classique. Communication officielle plus répression ciblée plus diplomatie défensive. Le régime reste en place mais durcit son contrôle. Scénario 2, ouverture calculée. Face à une pression internationale plus forte, le gouvernement concède un dialogue ou des réformes, mais sans véritable changement de fond. Scénario 3, durcissement extrême. Si le M66 prend de l'ampleur et menace directement la survie du régime, on pourrait assister à une répression massive et à une fermeture politique totale. Le gouvernement togolais a montré depuis des décennies une capacité d'adaptation redoutable, alternant répression, séduction diplomatique et discours nationaliste pour se maintenir au pouvoir. Face au M66, il cherchera d'abord à étouffer la contestation tout en rassurant ses partenaires étrangers que la stabilité du pays n'est pas menacée. Le mémorandum du M66 peut susciter 2 sentiments opposés. Un nouvel espoir. Beaucoup de Togolais, fatigués de 60 ans de pouvoir dynastique, pourraient voir dans cette action une chance de faire entendre leur voix à l'international. L'idée que leur souffrance soit relayée à l'ONU pourrait redonner de l'énergie à une société civile longtemps muselée. Un scepticisme profond. Mais en même temps, une large partie du peuple est marquée par les désillusions passées. Depuis les années 1990, de nombreuses mobilisations, conférences nationales, marches de l'opposition, tentatives de médiation, n'ont pas abouti à un véritable changement. Certains pourraient donc considérer le M66 comme une initiative de plus, vouée à être récupérée ou écrasée. Le peuple togolais a une mémoire collective douloureuse. Les répressions sanglantes de 1991, 2005, 2017 à 2018. Les arrestations massives d'opposants et d'activistes. La surveillance constante des forces de sécurité dans les quartiers. Cette peur profondément ancrée pourrait freiner une mobilisation populaire massive, malgré le désir de changement. Beaucoup choisiront la prudence, par peur de représailles. Cependant, si le M66 réussit à créer un lien direct avec la population, au-delà de la diaspora et des élites, plusieurs dynamiques pourraient se mettre en place. Jeunes urbains, très actifs sur les réseaux sociaux, ils pourraient amplifier le message du M66 et organiser des actions symboliques, sit-in, concerts contestataires, hashtags, etc. Travailleurs et syndicats, déjà en colère contre les conditions sociales, exemple récent de la grève du secteur bancaire, ils pourraient rejoindre le mouvement si leurs revendications sociales sont reliées aux luttes démocratiques. Diaspora, souvent plus libre de s'exprimer, elle pourrait soutenir financièrement et médiatiquement les mobilisations locales. Le peuple togolais n'est pas homogène. La réaction dépendra aussi des clivages internes. Militants de l'opposition, enthousiastes,
Ils verront dans le M66 une arme de plus contre le régime. Sympathisants du pouvoir, sensibles au discours nationaliste du gouvernement, ils accuseront le mouvement d'être une marionnette de l'étranger. Majorité silencieuse, plus préoccupée par le quotidien, chômage, précarité, survie, elle pourrait rester en retraite tant qu'elle ne perçoit pas un changement concret. Scénario 1. Mobilisation partielle mais significative. Des manifestations locales émergent, surtout dans les grandes villes comme Lomé et Sokodé, mais elles restent limitées par la peur et la répression. Scénario 2. Résignation majoritaire. Le peuple accueille l'initiative avec intérêt mais ne croit pas à un changement immédiat. La plupart des Togolais continuent à survivre dans un climat de fatalisme politique. Scénario 3. Explosion populaire, peu probable à court terme. Si la pression internationale s'intensifie et que le régime commet une erreur de répression massive, le peuple pourrait se soulever de manière incontrôlable, une sorte de printemps togolais. La réaction du peuple togolais sera probablement marquée par un mélange d'espoir et de prudence. Une partie croira au potentiel du M66 et s'en fera l'écho. Une autre restera dans la méfiance ou la peur, attendant de voir des actes concrets. Le défi du M66 sera donc de transformer l'indignation latente en mobilisation active, en rassurant le peuple et en reliant la lutte politique à la réalité sociale quotidienne.